Nous continuons de parler un moment du Mali avec l'attaque du camp d'Ioura et la grosse colère d'Ibeka, la révolte également des épouses de militaires. On évoquait également cette attaque du village Peul qui a fait au moins 160 morts selon un dernier bilan. Et nous accueillons sur le plateau Adam Adjano, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Firmin Tekwabo, il y avait une question sur le plateau. Oui, bien évidemment, je me demandais là où se positionnait le G5 Sahel. Parce que les Africains se sont dit, cette question terroriste-là, cette question du terrorisme, ce n'est plus l'apanage d'un État. Donc il va falloir que tout le continent s'unisse pour pouvoir venir à bout de cette terroriste-là. Mais le G5, c'est plus pour les 5 pays-là. Oui, il y a le Mali, Burkina, Niger, oui, Tchad. Exactement. Bien avant le G5 Sahel, il y avait la FMM, F2M, la force multinationale mixte. Qui est un peu mort dans l'œuf. Oui, qui est un peu mort dans l'œuf parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'effectifs. C'est aussi ça le problème. C'est que les Africains veulent prendre en main leur sécurité, mais ils doivent attendre l'argent d'autres bailleurs. La France a dit, moi, avec tout ce que je dépense dans vos formations, dans la formation de vos agents, vous voulez que je mette encore combien d'argent, combien d'euros dans cette histoire de la F2M. Seule l'Angleterre a accepté de mettre de l'argent. L'Union européenne a dit non, je vais intervenir juste au niveau technique, mais l'argent. Et vous imaginez, ça devrait rassembler, la force multinationale mixte devrait rassembler 8700 hommes. Mais qui va s'occuper de ces 8700 hommes? Qui va les financer? Qui va s'occuper de leur formation? Donc c'est pour ça que cela est mort. Donc on dit non, la force multinationale mixte est trop vaste. Maintenant, il faut essayer de régionaliser les choses. On crée le G5 Sahel qui rassemble 3 et 5 pays, les 5 pays qui sont assis sur le Togo. Et maintenant, jusqu'à présent, cette force n'est vraiment pas efficace. La force est là depuis plus de 2 ans. Mais il y a toujours des attaques au Burkina Faso. La force est là depuis plus de 2 ans. Mais regardez ce que nous sommes en train de connaître au Mali. Si vous voyez ceux-là qui mettent de l'argent dans cette force-là, c'est les Nations Unies, c'est les États-Unis, c'est l'Union Européenne, c'est la France. Mais et les Africains sont où dans cette histoire? Après, on vient critiquer les Occidentaux en disant tout ça. Les gens ne vont pas venir, les Occidentaux ne vont pas se lever, mettre de l'argent dans ces forces-là et se taire. Non, ils viennent là, c'est pour leurs intérêts. Chaque agenda des Nations Unies, chaque agenda des puissances occidentales a un agenda caché. Il faut que les Africains le sachent. Adam Adjano, il y a aussi une question peut-être qui mérite vraiment d'être posée. Est-ce que les États africains ont vraiment des armées? Bien sûr, nous avons des armées parce que vous savez, lorsqu'on parle... Je ne parle pas des hommes à qui on donne des armes. Je parle d'armées. Non, nous les avons. C'est vrai qu'en termes de rapport de force, il y a toujours... tout est à dire, tout est à redire carrément sur nos armées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il fut un moment où Idriss Déby a fait appeler carrément les États africains à reformer carrément leur armée. Parce qu'il a senti qu'il y avait nécessité de pouvoir remettre à niveau cette armée-là en termes de logistique d'abord et en termes aussi de tactique de combat. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que quand on parle de formation des armées, étant donné que les Occidentaux veulent coûte que coûte avoir la même mise dans les gouvernances africaines, c'est eux qui viennent partager un certain nombre d'expériences avec nos armées, sans pour autant que nous-mêmes nous développions un certain nombre de tactiques, histoire de pouvoir contrer ces gens-là dans les intérêts, comme venait de le dire tantôt, filmer dans les intérêts qui cherchent, parce que des fois, ces Occidentaux s'amènent même à créer des conflits internes dans nos États, justement pour pouvoir déployer un certain nombre d'intérêts qu'ils ont quand même en tête. Donc c'est dit carrément que nous avons des armées, mais comme je le disais tantôt, tout est à redire sur aussi bien la logistique et la mise à niveau, la formation. Est-ce que nous-mêmes aujourd'hui, on ne peut pas développer des outils nous permettant quand même de s'adapter, d'adapter nos armées par rapport à nos contextes pour que nous puissions quand même faire bloc ou du moins des parades sur les éventuelles disons, incursions que nous connaissons aujourd'hui. C'est là toute l'inquiétude. Et je pense qu'après 50 ans d'indépendance, nous aurions pu quand même développer un certain nombre de tactiques qui s'adaptent à nos réalités. Vous pensez... Quand vous parlez d'armée, les Occidentaux investissent beaucoup dans leurs armées. Les renseignements, les réseaux sociaux, tout est contrôlé par les Occidentaux et c'est beaucoup de moyens. Je vous donne un petit exemple, mais c'est pour comparer ça aux États africains. On dit ce que les États-Unis dépensent en un an en termes de renseignement armé, mais c'est ce que toute l'Europe dépense
en 10 ans. Mais vous classez les Africains où dans cette histoire? Les gens dépensent beaucoup en termes de stratégie, en termes de contrôle des réseaux sociaux, en termes de renseignement. Nous, c'est avec peut-être nos maigres moyens, mais on ne peut pas avoir des armées qu'on peut comparer aux armées occidentales. Oui, mais tout compte fait quand même en termes d'investissement, quoi qu'on dise dans les budgets de chaque État, ce qu'on dit dans chaque État. C'est vrai que nous, on ne peut pas se comparer aux Occidentaux, mais il n'y a pas d'État où le budget de l'armée dépense tout le budget quand même. Donc il faut dire qu'on met, sauf qu'on n'arrive quand même pas à capitaliser. En fait, le sens par exemple de ma question, c'est-à-dire il y a une époque où à l'intérieur des États, on avait des hommes en armes qu'on appelle l'armée, qui étaient craints par les populations parce que champions dans la répression et tout dans le maintien des régimes en place. Maintenant, on n'a pas de guerre inter-État sur le continent. Voilà, on a des situations où l'armée doit être en situation et on se rend compte que, en fait, c'est comme si on n'a pas d'armée. On est fragile. Oui, mais c'est ce que je voudrais dire. Quand il y a ce qu'on appelle détournement d'objectifs, c'est-à-dire que l'armée qui doit être là pour protéger le territoire, pour assurer la protection du territoire, tous ces moyens, le renseignement et autres, quand tout ça là est détourné pour la conservation du pouvoir, la répression des pauvres populations qui manifestent, n'est-ce pas, pour la démocratie et pour le droit de tous. D'accord? Mais vous allez voir, dans nos pays, rien n'est contrôlé. Et un seul individu, parce qu'il est... il est chef quelque part, ou chose. Quand vous voyez tous les militaires et autres qu'on met à sa disposition, à la disposition de sa famille, c'est pas normal. Parfois même, on n'en trouve pas pour sécuriser la ville, mais vous allez voir que des maîtresses, des copines, eux, ils ont des militaires qui sont devenus, et les gardes-corps à la maison, des enfants, des chauffeurs et autres, ce qui est inadmissible. Donc, les renseignements de nos pays ne doivent pas se limiter. C'est pas ça. Prendre Zemidian et suivre peut-être un firmé pour voir où il va, ou écouter sa ligne téléphonique, et pour écouter les conneries que les gens s'échangent. Ce n'est pas ça. L'armée au Togo, nous, je peux dire que dans le temps, quand on voyait les Firois, mais les Firois avaient la maîtrise de Lomé. Aujourd'hui, quand je prends même les vendeurs de chaussures, les Médira, des choses, ils maîtrisent mieux les coins de Lomé que les militaires du Togo actuellement. Avant, quand vous prenez les Firois, ils marchent. Même la nuit, ou le jour, quand vous rencontrez les Firois, vous êtes content. Et c'est la convivialité. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, c'est à partir du moment où on a dit qu'au fait, nous sommes libres, nous n'avons pas d'attaque, puisque on n'en a pas. Donc, au fait, c'est cette armée qui est dans les garnisons qui doit continuer par suivre les formations et protéger le territoire continuellement, qui suit des formations. Parce que quand vous voyez l'état d'âme de certains de nos militaires, mais quand on dit, celui-ci a fait telle formation, comme ça il était, et puis apprécié. Regardez dans le temps quand on nous amenait les coopérants militaires. En 91-92, quand la France a coupé ses coopérations, ils sont partis. Les nôtres ont tout repris. Et puis c'était bien, on n'a pas senti qu'il y avait une chose. Mais à partir du moment où on a quitté ce que l'armée devait être républicaine pour faire, donc la formation auquel on doit envoyer les gens, on n'arrive plus à envoyer. Rarement aujourd'hui, on envoie par exemple un militaire togolais au CNC et pour aller faire la formation, ou aux États-Unis, les gens se limitent à... Donc, au fait, le décalage technologique qui est, de toute façon, on n'arrive pas à investir dans les moyens et autres. Donc, ces choses-là qui arrivent, les militaires maliens, je lui ai dit qu'ils étaient devenus des militaires de salon. Le sens de ma question, par exemple, quand vous prenez l'attaque de Dioura qu'on évoque, vous avez un camp militaire au milieu du désert où un groupe armé rebelle ou des djihadistes font route depuis je ne sais où, arrivent à traverser des kilomètres sans être repérés, pénètrent dans le camp, font 26 morts. Parmi des gens qui sont censés les combattre, eux ne perdent que 3 hommes et ils repartent tout bonnement. Tranquillement. Oui, mais non, il faut relativiser. C'est vrai que il y a des erreurs. Non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas chaque fois que quand même les djihadistes peuvent quand même facilement circuler jusqu'à... Il y a eu des cas
où ils sont quand même arrêtés, c'est que ce sont des gens qui ont la maîtrise du territoire. Ils ont la maîtrise. Quand nous prenons plus que l'armée. Pardon. C'est ce que dit Pierre. Non, c'est ce qu'il a dit même aussi, il faut relativiser. Lorsque vous êtes plus proche, parce que vous savez, les questions militaires, c'est vrai, lorsqu'on prend le contexte togolais, souvent, ce sont des questions qui ne sont pas forcément ouvertes quand même à tous. Mais de l'autre côté, quand même, il faut relativiser. Je pense qu'en termes de formation, comme venait de le dire tantôt, rien n'a changé. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même comparer aujourd'hui la situation que nous vivons à ce que nous avions vécu par le passé. Par exemple, quand il prend, par exemple, lorsqu'il disait les copines, ses consorts de garde du corps, lorsque Faure-Gnassingbé est arrivé au pouvoir, je pense que ça s'est coupé. Mais lorsque vous prenez le cercle même récent de la famille présidentielle, personne n'a encore un garde du corps. Sans oublier quand même de se référer carrément au garde du corps. Je pense que la question n'est plus là-bas. C'est que nous sommes dans un contexte qui interpelle d'autres facteurs qui font des menaces. Maintenant, lorsque nous prenons le cas de... contexte que je veux qu'on parle, on parle du terrorisme là. Est-ce qu'on a des armées? Parce que il faut que l'homme soit en situation pour qu'on le connaisse. Là, on a une armée en situation et on voit qu'on n'en a pas. Ouais. Ça reflète ce que nous sommes en réalité. Quand on prend le Mali, on prend secteur par secteur. Le Togo n'a pas encore connu cette situation de terrorisme, là, pour qu'on en parle. Sur ce point, on ne connaît pas encore le système défaillant au niveau du système sécuritaire togolais. Donc, on ne peut pas trop en parler. Mais à l'interne, on sait que tout est maîtrisé. Maintenant, par rapport au Mali, moi, je voudrais juste faire comprendre que l'armée malienne n'arrive pas ou n'a pas encore la capacité pour pouvoir gérer la question terroriste. Parce que vous imaginez, les gens qui quittent, qui traversent le désert, vous n'avez pas... Les renseignements sont où? Les renseignements sont où? Qui quittent, qui traversent le désert et qui viennent, qui tuent, et maintenant qui retournent. Mais ça veut dire, en termes d'effectifs, vous avez des problèmes. En termes de renseignements, vous avez des problèmes. En termes de matériel, vous avez des problèmes. Vous ne savez même pas où vous allez. Donc, juste dire que au Mali, l'armée a des soucis. C'est comme le Burkina Faso. Le Burkina a une armée, mais par rapport face aux terroristes, le Burkina n'existe pas. Mais au-delà de tout aussi, quand même, je pense que c'est un résultat partagé. Lorsque nous prenons l'armée malienne, la sécurité malienne aujourd'hui n'est pas seulement indicative à l'armée malienne. Nous avons nos contingents et puis nous avons le nickel. Si, du moins eux, si l'armée malienne, on est d'accord, défaillante, il faudrait quand même que les autres contingents, si normalement on avait le niveau qu'il faut, il faudrait quand même qu'ils puissent faire le barrage. Et puis à l'interne, il y a aussi des trahisons. Des trahisons. On en avait eu. Même au sein de l'armée, même souvent aussi, au sein de l'armée, ils vont saboter les positions. Se mettre en intelligence avec l'ennemi. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y a tout ça là qui joue aujourd'hui. Et le manque de logistique, tout ça là. Donc c'est normal que... Bien sûr que la question terroriste n'est pas totalement maîtrisée. On n'arrive pas, même les puissances occidentales n'arrivent toujours pas à maîtriser la question terroriste, mais... Au niveau africain, on a trop de problèmes, on a trop de soucis. Il y a assez de failles. Il y a tout le système africain sur le plan sécuritaire est défaillant, surtout par rapport aux questions internationales. On va passer maintenant à l'Algérie. Le chef d'état-major à Bouteflika siffle la fin de la récréation. Le général Ahmed Gaïd Salah a proposé que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne tout simplement. Le général Gaïd, également vice-ministre de la Défense, est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pouvoir algérien, a fait cette annonce surprise mardi, plus d'un mois après donc le début d'une contestation populaire inédite. Pour sortir le pays de la crise, M. Bouteflika, ce fidèle de Bouteflika, prônait le lancement de la procédure prévue par l'article 102, applicable quand le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou en cas de démission. Adam Adjranou, l'armée veut trouver une sortie honorable à Bouteflika? Je crois que la question reste posée parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez la nomenclature des événements tels que vécus par les Algériens, on sent que le moment n'est pas opportun parce que lorsque vous connaissez un peu le profil et le guillotisme d'ailleurs qu'a fait preuve aujourd'hui le chef d'état-major général de l'armée algérienne, je pense que si l'idée n'était pas quand même de trouver des passerelles honoreuses pour pouvoir justifier un certain nombre, disons, de positions par rapport au maintien du pouvoir de Bouteflika,
ce n'est pas ces moments-là. Voilà pourquoi même la question a été prise donc avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de méfiance au sein de la population. Karma, tout le monde s'attendait à ce que toute la population puisse se réjouir par rapport à cette sortie-là. Mais on sent que Karma, ça n'a vraiment pas fait bouger la population, qui estime d'ailleurs même qu'il faudrait quand même réfléchir encore davantage sur la question. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, lorsque Bouteflika avait sorti le fait qu'il devait avoir, disons, une période transitoire lui permettant donc de se maintenir au pouvoir, tout en ne dégageant pas, parce que la question de la population, du moins les manifestants, c'est que Bouteflika, tout son équipe puisse quitter le pouvoir. Mais aujourd'hui, cette sortie, je pense que moi aussi, je partage quand même, disons, la méfiance de la population algérienne, dans la mesure où le chef d'état-major n'est pas n'importe qui. À Bouteflika, si aujourd'hui ce pouvoir-là s'est enraciné, c'est grâce quand même à ce chef d'état qui est l'un des fidèles. Donc aujourd'hui, lorsqu'il sort, depuis 15 ans. Tout à fait. Donc lorsqu'il sort aujourd'hui en disant c'est que il y a très longtemps que l'armée avait senti que Bouteflika n'avait plus disons, les facultés qu'il faut pour diriger le pays, mais ils n'ont rien dit. Lorsque la population même a sorti, il a fallu que ce sec récent-là, c'est eux qui essaient donc de manigancer les choses en voulant quand même gagner du temps, tout en restant, en faisant du bon ménage avant de quitter. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la population puisse continuer par tacler fort pour qu'on puisse quand même à dégager tous ces hommes-là pour pouvoir créer une vraie transition. Francisco, est-ce qu'on peut dire clairement que le chef d'état-major et l'armée algérienne ont lâché Bouteflika? Ou c'est aussi une subterfuge? Moi, j'ai peur que trop d'hésitation risque de gâter un peu les choses. Parce que, en fait, en temps, j'ai compris que Bouteflika avait lancé son programme de se maintenir au pouvoir. C'était à une grande occasion. C'était lors de la fête de libération, tout dernièrement, qu'il a annoncé. Donc, en fait, c'était un événement symbolique au cours duquel on ne blague pas. Et dire qu'il a fait, et que quelques jours plus tard, ou bien une semaine plus tard, et que le chef d'état-major sort pour dire non, je pense que je suis en train de voir un peu de sincérité. C'est-à-dire que, bien évidemment, on le dit que l'Algérie, c'est les proches de Bouteflika qui sont au pouvoir, mais il y a quelque chose à sauver. Et je pense que si ce chef d'état-major continue d'insister, ce n'est pas pour rien. Donc, il le faut. On verra si Bouteflika va lâcher tôt, parce que, il dit, dans les circonstances de Bouteflika, personne ne peut plus le toucher, le pousser ou lui faire du mal. Donc, il mérite quand même un respect pour que, tranquillement, lui-même, il puisse prendre la mesure de la chose pour dire désormais ça va. Je vous ai dit, le premier vice-président, il a parlé sur RFI, c'était le plus long entretien. Premier ministre, c'était le plus long entretien que Boisbouvière a consacré à quelqu'un. Et puis vous le voyez, vous l'entendez, c'est sans langue de bois. Il allait sur des questions claires. Donc je dis, l'Algérie a vécu une certaine dictature. Aujourd'hui, dans pratiquement tous les régimes, il y a les clans réformateurs, il y a les caciques. Moi, je les appelle pas comment vous l'appelez, il y a un thème traditionnel pour les noms. Moi, je dis parce que souvent, il n'y a pas d'idéologie dans ce que les gens font. Tout le monde est là par des intérêts. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, qui sont là, qui forcent. Mais à un moment donné, il y a une classe qui émerge et qui dit, bon, ok, il faut que ça change un peu. Alors, Firmin, c'est le dernier rempart qui tombe ou bien c'est juste un apparat? Non, c'est juste un apparat, c'est juste des petits subterfuges pour montrer aux yeux du monde qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, à mon avis.
Entre-temps, j'avais dit le jour où l'armée sera prête, ou le jour où la communauté internationale et l'armée et le clan Bouteflika trouveront un successeur à Bouteflika, Bouteflika va partir. Moi, nous avons dit à l'époque ici qu'on ne pense même pas que Bouteflika puisse disposer de toutes ces facultés-là pour pouvoir diriger. On se demandait même s'il savait comment se diriger, même la gérer. S'il a aujourd'hui tous ces sens qui lui permettent aujourd'hui de prendre toutes les décisions, moi je ne pense pas. Vu la manière dont on le fait circuler, on le fait marcher, tout ça. Maintenant, ce qui se passe avec l'armée, c'est parce que l'armée a trouvé un successeur et la communauté internationale, la France, a trouvé un successeur à Bouteflika. Et je pense que la stratégie a été déjà mise sur feu et on peut dire exactement ce qui va se passer ici d'ici avril, mai, juin. Si cela n'avait pas été décidé dans des couloirs, je ne pense pas qu'un chef d'État simple comme ça puisse se lever et venir dire on met fin, ou c'est le clap de fin pour Bouteflika, il va partir. Bon, à mon avis, c'est une question qui a été bien discutée. Ce n'est pas une manière de lâcher Bouteflika, non, loin de là, parce qu'il y a toujours le clan Bouteflika qui est là. Les Français appellent les Algériens leurs cousins. Et les Algériens appellent les Français les cousins. Donc la France, tout ce qui va se passer en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne le pouvoir algérien, la France aura toujours son mot à dire. Qui va succéder à Bouteflika? Est-ce qu'il serait capable, tout d'abord, d'assurer la sécurité de la région? Il y a les terroristes, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a la Libye là-bas qui est déchirée et tout ça. Est-ce que celui-là qui va succéder à Bouteflika, il sera à même de pouvoir gérer la sécurité de la région? Maintenant, c'est la première question. Est-ce que celui-là qui va succéder à Bouteflika, est-ce qu'il sera à même de pouvoir sauvegarder les intérêts français? Donc il y a ces deux questions fondamentales là qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc le Bouteflika va partir, mais c'est un autre Bouteflika entre guillemets qui sera au pouvoir. Donc ce qui se passe là, ce n'est pas pour dire que l'armée a lâché Bouteflika. Moi je n'y crois pas. Filmé, oui. Vous avez dit que Bouteflika n'a pas ses sens pour gouverner. Ça veut dire que c'est d'autres qui gouvernent. Donc ça veut dire qu'il y a déjà les remplaçants pour Bouteflika. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, à l'époque, on avait dit qu'on n'avait pas encore trouvé de successeur à Bouteflika. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas suivi le développement. Mon développement a dit, c'est parce qu'on a trouvé un successeur à Bouteflika que le chef d'état-major insiste. Non, c'est contradictoire. Je trouve pas, c'est un peu contradictoire. Parce que, non, c'est la presse. En réalité, ne perdez pas de vue. C'est pas une question de négociation en coulisses. De toutes les façons, l'armée ou le cercle restait autour de Bouteflika savait très bien même qu'il n'était pas donc en forme de diriger le pays. Mais il laissait faire, il dirigeait tout le pays. C'est la pression réellement de la rue. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, lorsque on ne crie pas quand même de ces parcelles-là pour pouvoir calmer la rue, ça ne va pas s'arrêter. Parce que les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et ne sont pas prêts quand même à accepter des miettes comme négociation. Sans quoi, je pense que la première sortie de Bouteflika, si réellement ce que Fimé dit était avéré, je pense que la rue devait se calmer. Mais c'est parce qu'on ne veut plus quand même sentir de ces gens-là. Parce que vous voyez, la personne est là, son état physique, rien n'est là. Ça prouve que ce sont les chefs d'état-major là, et ces crescents qui dirigeaient le pays, et la population n'en veut plus. Ça n'a rien à voir avec les négociations d'intérêt français. De toutes les façons, lorsque nous prenons la politique de chaque pays, tout le monde sait quand même au niveau de la géopolitique, tout ce qui se joue. Ça, c'est avéré. Même celui qui viendra remplacer Bouteflika ne serait pas quand même contre. De toutes les façons, nous savons que avant qu'il advienne au pouvoir, c'est qu'il y a eu des négociations, du moins, qu'il a des intérêts à partager avec certains occidentaux. Mais au-delà de tout, cette fois-ci, c'est la pression de la rue qui amène des gens à sortir. Vous verrez, les jours à venir, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas convaincu, on trouvera toujours quelque chose. Mais tout compte fait, on les contraint, ils vont se confiner toujours quand même à quitter ce on peut parler de pression de la rue, je ne refuse pas. Mais ce que je dis est très simple. Peut-être que vous n'arrivez pas à le comprendre. Ce que je dis est tellement simple. J'avais dit ici que le jour où le clan Bouteflika, l'armée et la communauté internationale ou la France trouveront un successeur à Bouteflika, donc Bouteflika va partir. Et je reprends la même chose que j'ai dit, et je dis aujourd'hui, si l'armée est arrivée à se prononcer comme ça, c'est parce qu'on a déjà trouvé un successeur à Bouteflika. Donc, mais celui-là qui va venir, il va être à même d'assurer la sécurité de la région, à même de sauvegarder les intérêts français. Adama a dit quelque chose d'important. Il y aura peut-être le discours qui va clocher dans les prochains jours. Tout à fait, ça, parce que vous voyez, ceci, par exemple, le chef d'état-major a cherché d'utiliser un discours populiste. Tout à fait. Il est rentré, par exemple, il a utilisé les thèmes que les avocats avaient utilisé, l'article 102, pour dire que Bouteflika était désormais inapte. D'accord. Et ça, c'est la Constitution. Voilà. Donc, si je vais dans le cheminement de Fimé, c'est comme Fimé nous dit que c'est parce que les Français n'ont pas encore trouvé de remplaçant pour Ali Bongo
que le chef d'état-major n'est pas encore sorti pour faire la transmission. Donc... Non, nous sommes dans une situation où l'armée a déjà pris position. Mais de l'autre côté, l'armée a sa position. Non, écoutez, ouais. j'ai l'impression que vous vous laissez manipuler. Non, même de non. Moi, je ne l'aime pas. On est serein. On est serein. Que le chef d'état-major, que quelqu'un vient dire aujourd'hui, parler mal de Bouteflika, tout ça, moi je n'y comprends pas. Il n'a pas mal dit, je pense que c'est le respect des textes. Non, c'est Ali. Il n'a évoqué que le respect des textes. Il faut actionner l'article 102. Tout à fait. Voilà. Et je dis, moi, ma conclusion, j'ai dit, il le fait parce qu'ils ont déjà trouvé un successeur à Bouteflika. Le ministre qui avait parlé, qui avait dit qu'il faut que les gens fassent attention. Je ne dis pas pour que vous soyez convaincus. Il faut que les gens fassent attention, sinon le pays va replonger dans les histoires islamiques, les choses. Est-ce qu'il a encore parlé? Donc, au fait, il faut voir quand même qu'il y a un sérieux. Moi, j'estime qu'il y a un sérieux qui est en train d'être fait. Le changement ne va pas être aussi brutal, mais qu'à un moment donné, il faut que les Algériens acceptent pour que le pays maîtrise sa stabilité et continue. On va marquer maintenant la pause et on revient après le journal pour continuer.